le régime, il vient avec des interdictions. Le cerveau humain n'aime pas le mot non. Au niveau de l'alimentation, ça génère un stress. Très souvent, les régimes restrictifs touchent aussi à la faim, alors que manger, c'est une nécessité basique. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé. Et la santé, ça commence dans la cuisine. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Sophie Derham est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour, j'adore. Effectivement, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais je pense que je l'ai lu quelque part. Quelqu'un disait que c'était dans l'assiette, mais ça commence dans la cuisine. Française installée au Brésil depuis 2000. Il y a d'ailleurs un paradoxe chez vous. Vous êtes française de naissance, mais vous écrivez en portugais. Oui. Il faudra m'expliquer. Ben oui. Même à moi. Et après, vous écrivez en portugais et vous faites traduire en français. C'est ça. D'accord. Vous ne pourriez pas refaire une version française directement ? Bon, je relis la traduction. Mais d'ailleurs, à ce propos-là, la première traduction que j'avais eue, c'était catastrophique. Parce que, je peux donner un exemple ? Oui. Une phrase que je dis, l'excès de sucre peut augmenter le risque de diabète. Voilà, ça c'est la phrase de la scientifique qui étudie. Dans mon livre traduit, c'était écrit « Le sucre donne le diabète ». Et tout comme ça. Donc j'ai dû relire entièrement le livre. Et c'est là que je me suis dit, heureusement que je comprends ma langue. Oui. Parce que faire traduire en chinois, qui sait ce qu'ils vont dire de... Aujourd'hui, ça serait peut-être même une intelligence artificielle qui le traduira. Ouais. Ça sera même plus un traducteur. Hein. Ouais. Peut-être pas encore, mais ça va venir. Hein. Moi, j'utilise beaucoup cette intelligence artificielle déjà. Alors, vous êtes ingénieur agronome à la base. Vous avez étudié la nutrition biochimique des aliments dans un premier temps. Vous êtes diététicienne nutritionniste et docteur en sciences au département d'endocrinologie à la fac de médecine de Sao Paulo. Ouais. Voilà, ça c'est chez vous. C'est là. Et vous êtes la nutritionniste la plus réputée au Brésil selon ChatGPT. C'est même pas moi qui le dis, ni vous. Ben oui, c'est ChatGPT, voilà. Vous êtes spécialiste en traitement des troubles alimentaires, les TCA, donc anorexie, boulimie, compulsion. Et vous êtes chercheur en neurosciences du comportement alimentaire. Hein. Vous faites plus précisément de la recherche sur l'effet des restrictions alimentaires sur notre cerveau, on va en parler ce matin, notre comportement alimentaire et aussi sur notre prédisposition génétique au risque de développer ces fameux TCA, ces troubles du comportement alimentaire. Vous avez créé votre propre méthode qui porte votre prénom, la méthode Sophie, que vous proposez à des spécialistes. C'est ça. Au Brésil, pour l'instant. Professionnels de santé. Ouais. Et Sophie, c'est mon prénom, mais c'est surtout la sagesse en grec. Et c'est pour aider dans les consultations à ce que le patient retrouve cette sagesse interne. La sagesse alimentaire, la sagesse de la santé. Et à noter que vous êtes à l'origine d'un mouvement anti-régime au Brésil suite à la parution de votre premier livre. Oui, on est nombreuses. Hein. Mais c'est vrai que mon livre a été peut-être le premier au Brésil, donc 2014, à parler directement au public. Il y a des groupes de recherche très, très pointus, dont je fais partie, mais c'était plutôt au sein des professionnels de santé et dans la recherche. Et c'est mon livre qui a été le premier parler au public. Voilà. Oui. Et c'est un éditeur qui vous écrit, qui vous écoutait à la radio au Brésil, qui vous a demandé et vous proposait d'écrire un livre en portugais. Voilà. C'est drôle ça. Hein. Et ça surtout, s'invente pas ça quand même. Hein, ben comme oui, histoire. Quelle belle histoire. Et puis surtout, quand il m'a appelé, je lui ai dit mais vous voulez que j'écrive un livre en portugais, mais vous savez que je suis française, je ne sais pas écrire en portugais. Et surtout quand je lui ai amené les premières pages du livre, il a été très étonné parce qu'il m'a dit mais je croyais que vous alliez faire un livre scientifique contre les régimes. Et je lui ai dit non, moi je veux parler au public. Et il a eu confiance en moi. Et donc ça a été une belle aventure. Au peso das dietas. Peso. Ouais. Je parle pas portugais. Hein, donc le poids des régimes. Des régimes, c'est ça. Voilà. Des régimes restrictifs. On parle des régimes pour maigrir. Hein. Oui, et pas des régimes alimentaires. Parce que dieta, en grec, ça veut dire le style de vie, quoi, l'alimentation. Donc, si on utilise le mot régime à l'origine, c'était ça. Maintenant, c'est devenu un régime restrictif. Quand on entend régime, moi j'ai des patients, ils ont une tachycardie qui commence quand ils entendent le mot régime, tellement ils ont souffert.
À noter que votre dernier best-seller, Je n'arrive pas à maigrir chez Marabout, les 7 piliers pour reprogrammer votre cerveau, est maintenant disponible en poche. Voilà, un tout petit prix pour ceux qui nous écoutent ce matin. Bon, vous êtes contre les régimes amaigrissants, on va dire. Mais c'est quoi la différence entre un changement d'alimentation ? Est-ce que vous croyez que le cerveau fait la différence ? Le régime, il vient avec des impositions, des interdictions. Et quand on travaille en neurosciences, je pense que c'est maintenant bien vulgarisé, on entend le cerveau humain n'aime pas le mot non. Donc, oui, il n'aime pas la négation. Tout ce qui est en opposition va générer une réaction. Et donc, au niveau de l'alimentation, ça génère un stress. Parce qu'on touche à une partie primitive de notre survie, en fait. Et très souvent, les régimes restrictifs touchent aussi à la faim. On vous fait manger moins. On vous fait manger moins de calories ou moins de glucides. Il y a quelques régimes, mais qui ne sont pas forcément mieux, qui libèrent seulement un groupe alimentaire. Donc, en gros, on vous dit, vous n'aurez pas faim, parce que vous pourrez manger tout ce que vous voulez, mais seulement ça. Et donc, en permanence, on utilise donc la partie plus rationnelle du cerveau, le cortex, pour décider ce qu'on va manger. Alors que manger, c'est une nécessité basique, comme respirer, alors, je donne des exemples. Par exemple, aller aux toilettes, c'est une nécessité basique. On peut décider quand on y va, heureusement. on peut se retenir. Si tout va bien. Voilà. Mais imaginez quelqu'un qui vous dise, à partir de maintenant, vous allez aller faire pipi seulement toutes les 3 heures. Et quand vous faites pipi, vous ne faites que 30% de votre pipi. Voilà. C'est un peu ça ce qu'on fait avec les régimes. Ah, je ne vous avais pas vu venir. Et donc, vous êtes d'accord que personne n'accepterait ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on accepte ça avec l'alimentation ? Parce qu'on nous a inculqué que l'alimentation, c'était une science exacte, et que le diététicien, le nutritionniste, le médecin, ou même les médias, savent exactement ce qu'on doit manger. Et ça, à une époque, il fallait compter même ses calories. Et bien voilà, et compter les calories, c'est probablement une des plus grosses erreurs de la nutrition. Moi, j'ai été formée en France, et j'ai dû apprendre à compter les calories, puisque le jour de l'examen, on n'avait pas le droit d'avoir la fiche avec toutes les calories. Donc, je savais par cœur combien il y avait de calories, de protéines, glucides, lipides dans le lait, dans les aliments basiques, pour pouvoir calculer ces régimes. Alors, il y a 2 événements dans votre vie qui ont influencé votre façon de penser. C'est 1, vous êtes allé vivre aux États-Unis. Et 2, quand vous êtes arrivé au Brésil, vous avez voulu comprendre pourquoi il y avait tellement d'enfants gros. Oui. Et ça, c'était quelque chose que vous ne compreniez pas. Mais non. Alors déjà, aux États-Unis, vous comprenez pas pourquoi il y a tellement d'allégations nutritionnelles et tellement de personnes qui sont grosses. Oui. Et ça paraît fou, parce qu'aux États-Unis, c'est pratiquement le pays où on entend le plus d'allégations nutritionnelles. Alors, une allégation nutritionnelle, pour tout le monde, c'est... c'est des injonctions de ce qu'il faut manger, pas manger, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, quand je suis arrivée, alors, il y a plus de 35 ans, aux États-Unis, c'était la guerre contre le gras. Et alors, c'était écrit partout en rouge, no fat, low fat, donc pas de gras. Vous imaginez que même dans l'eau, sur les bouteilles d'eau, il y avait écrit sans cholestérol. Alors évidemment, quand vous arrivez et vous êtes française, moi je mange des croissants au beurre, sinon c'est pas la peine de me donner un croissant, s'il n'est pas au beurre, j'en veux pas. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du cholestérol, du gras ? Donc j'ai continué à manger mon pain avec mon beurre, parce que c'est sacré pour moi. Mais j'ai écouté on est resté 9 ans. Pendant 9 ans, j'ai écouté ce discours nutritionnel. Alors il y a eu contre le gras, ensuite c'était contre les glucides. Après, il y a eu la méthode Atkins. Oui. Et alors Atkins, en fait, il était avant. Juste avant, ouais. Mais ensuite, donc Atkins, il avait déjà critiqué les glucides. Mais ensuite, il y a eu un mouvement contre le gras qui a en gros, induit toute une politique nutritionnelle mondiale. Et quand vous réduisez le gras de votre alimentation,
eh bien, pratiquement automatiquement, vous allez manger plus de glucides. Parce que ce sont les deux énergétiques, finalement, du corps. Hein, vous n'allez pas manger plus de protéines. Et donc, on a vu le monde manger plus de glucides. Et on a vu aussi le monde prendre du poids. Alors, je ne vais pas dire que c'est que à cause de ça. Parce que moi, je ne suis pas contre les glucides. Mais c'est vrai qu'il y a eu ensuite un mouvement contre les glucides. Et en fait, on essaye toujours d'attaquer un groupe alimentaire, alors que finalement, il faut se souvenir que l'être humain, c'est un système extrêmement complexe et qu'il n'y en a pas un pareil. Hein, et je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est justement d'être maman de plusieurs enfants et de voir qu'il n'y en a pas un pareil. Donc on ne peut pas me dire, non, un enfant de 10 ans, il mange ça exactement, à telle heure, telle quantité. Hein, et l'appétit, c'est quelque chose qui est vivant. On n'a pas le même appétit tous les jours. Donc, passer un régime, c'est catastrophique. Et au Brésil, donc, vous découvrez ces enfants gros. Qu'est-ce qui vous a surpris dans le fait de voir des enfants gros au Brésil ? Ce qui m'a surpris, c'est que l'alimentation basique brésilienne est très saine. C'est alors du riz, des haricots, des légumes et de la viande. Et donc, le Brésil, dans les années 70, ils n'avaient même pas 5% d'obésité. Et en l'espace de 40-45 ans, le monde a triplé à peu près la quantité d'obésité dans leurs pays respectifs, parce que le monde entier a grossi. Et au Brésil, ça a été multiplié par 5. C'est-à-dire que le Brésil, il était plutôt avec des risques de dénutrition. Et ensuite, c'est comme s'il est passé de dénutrition à trop de surpoids, et surtout chez les enfants. En 40 ans, on avait un enfant sur 3 dénutri, et maintenant, on a un enfant sur 3 en surpoids. Voilà. Et c'est assez affolant, parce que les médecins, en plus, ont été entraînés à traiter la dénutrition. Donc, ils sont complètement perdus devant cette... Oui. On parle d'épidémie, mais est-ce qu'on fait perdre du poids à un enfant comme à un adulte ? Et surtout pas. Voilà, très bonne question. En fait, j'ai fait mon doctorat sur l'obésité infantile. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Ils essaient de faire maigrir l'enfant, alors que même l'OMS montre que en cas de surpoids, on travaille à maintenir le poids et on profite de la croissance de l'enfant. Hein, dans l'obésité, on peut essayer de chercher éventuellement une réorganisation alimentaire pour que l'enfant, tranquillement, perde un petit peu de poids s'il est vraiment en obésité. Mais faire un régime sur un enfant, vous détraquez complètement tout son équilibre du comportement alimentaire. Et c'est catastrophique. Mais les parents sont complètement démunis par rapport à ça. Complètement, parce que souvent, le pédiatre va leur imposer de contrôler leur enfant. Il n'y a rien de plus terrible que de contrôler un enfant à table. Moi, j'ai des mamans qui m'appellent en pleurs et qui me disent « j'ai besoin de vous parce que ma vie est devenue un enfer ». Parce que si vous essayez de contrôler un enfant, d'abord, il va essayer d'écouter parce qu'il veut toujours être bien et gentil avec sa maman. Mais ça va créer un tel stress par rapport à sa faim non respectée que beaucoup d'enfants se mettent à manger en cachette. Bah oui. Donc très tôt, on voit dès 3 ans, moi j'ai même une patiente d'1 an et demi, dès 3 ans, on voit des petites filles, parce que c'est ce qu'on a étudié, les mères et les filles, des petites filles manger en cachette, avoir un manger émotionnel à 3 ans, parce qu'on n'a pas respecté leur faim. Comment faire la paix avec son alimentation et son corps ? C'est la question que je poserai à Sophie Desrames, qui est avec nous ce matin. Faire la paix avec son alimentation, il ne suffit pas de décider du jour au lendemain. Ah non. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont envie que ça se passe, mais c'est un peu comme une réconciliation avec une personne avec qui vous êtes fâché, souvent. Hein, quand on est au régime en permanence, on est tout le temps en train de matraquer son corps. Quand on décide de faire la paix avec son corps, il va falloir un moment, il va falloir lui faire des gestes doux, gentils, lui montrer qu'il n'a plus besoin de se défendre, il n'a plus besoin de résister. Hein, et c'est très intéressant de voir que une des causes du gain de poids aujourd'hui, hein, on voit que c'est une défense de l'organisme. Il se défend contre quoi ? Et il se défend pour mettre de l'énergie, pour stocker de l'énergie, pour pouvoir supporter cette vie de dingue où de temps en temps je mange, de temps en temps je mange pas. Autant
gagner du gras. Hein, et ça, ce sont des réflexes physiologiques, mais qui sont très très anciens en fait. Et si on regarde, c'est facile à expliquer aux patients, dans l'homme des cavernes, le maigrichon, il tenait pas le coup. Donc avoir des réserves, c'était un signe de résistance. Hein, on pouvait passer l'hiver tranquille. Tranquille, peut-être pas, parce que je crois qu'ils étaient sûrement toujours stressés par l'alimentation. Leur problème à eux, c'était de ne pas manger. Et nous, notre problème, c'est de ne pas manger, mais dans un monde d'abondance. Donc on est effectivement à contre-courant de notre physiologie de base. Alors, beaucoup cèdent à la nouvelle mode, les rééquilibrages alimentaires. Oui. C'est bien ça, non ? C'est comme tout, au départ, c'est comme manger santé. Au départ, ça part d'un bon principe. On se dit, oui, manger santé, c'est bien. Seulement, c'est détourné, et souvent avec la mentalité de régime. Donc, il faut faire attention aux rééquilibrages alimentaires qui sont en fait des régimes restrictifs détournés. Hein, du genre, on va rééquilibrer votre alimentation, puis vous allez arrêter les glucides ou arrêter le gluten et couper le sucre. En fait, c'est un régime déguisé. Un régime restrictif. Hein. Donc, ces rééquilibrages, ils avaient même suggéré ce titre pour mon livre, et j'ai dit sûrement pas. Pour moi, un rééquilibrage, j'ai des patients qui arrivent dans mon cabinet, j'ai des Français, puisque je travaille online, qui me disent, j'ai fait un rééquilibrage, maintenant... C'est la grande mode en ce moment, c'est pour ça que je dis... Oui. Et maintenant, j'ai des compulsions alimentaires, de l'hyperphagie boulimique, je perds le contrôle le soir, j'étais pas comme ça, j'arrive plus à m'organiser. Ce qu'il faut expliquer, c'est que pour le poids, c'est pas l'estomac qui est aux commandes. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Oui, le cerveau, l'intestin. Hein. Ouais. C'est très lié. Mais c'est vrai que très longtemps, on a parlé de l'estomac, parce qu'effectivement, c'est l'estomac qui synthétise l'hormone de la faim. Mais la décision de manger et d'arrêter de manger, elle est dans le cerveau. Alors, là, c'est un peu le problème de la chirurgie bariatrique. Hein. On réduit l'estomac pour que la personne mange moins. Mais ce que je dis, c'est ça ne sert à rien de réduire l'estomac si on ne change pas le comportement. Et c'est ce qu'on voit. On voit qu'au début, il y a une ça suffit pas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Ben oui. Parce que la question, c'est pas tellement ce que vous mangez, c'est aussi comment et pourquoi. Hein, alors comment, en perdant le contrôle, ou vous avez peur, vous avez beaucoup de culpabilité, en cachette, tout ça c'est important dans l'alimentation, dans le comportement alimentaire. Vous expliquez que la plupart des troubles alimentaires, alors là il y a une épidémie là aussi mondiale qui ne dit pas son nom, c'est ça. Sont des maladies psychiatriques. Exact. Et qu'elles commencent avec un régime. Exact. Alors ça, c'est vraiment très très important. On parle toujours de l'épidémie d'obésité. Alors l'épidémie d'obésité, on en fait presque le plus grand problème de santé publique. Quand on voit que par exemple la sédentarité, c'est beaucoup plus préjudiciable que l'obésité. Mais ça, on oublie de le dire. Le tabac fumé, c'est plus préjudiciable que de l'obésité. Alors c'est vrai que l'obésité, surtout quand elle se développe et elle augmente en poids, elle entraîne des facteurs de risque. Elle devient un facteur de risque de toutes les maladies chroniques. Donc, moi, ce qui m'a surpris quand je faisais mon doctorat en endocrino sur l'obésité infantile, je voyais tous ces enfants qui me disaient « Mais, docteur Sophie, moi, j'essaye de maigrir, mais vous savez, je pense tout le temps à manger. » Moi, je n'avais pas appris à gérer ça avec mes patients. On n'apprend pas à gérer le comportement dans les études ni de médecine ni de nutrition. Et donc, je suis allée faire une spécialisation en psychiatrie pour travailler sur les troubles du comportement alimentaire. Parce que je me suis dit, le meilleur moyen de trouver comment aider à avoir un comportement normal, si ça existe, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est, un comportement normal, c'est de travailler avec des gens qui ont un problème, et ça se traite en psychiatrie. C'est le psychiatre qui va faire le diagnostic, et c'est une maladie psychiatrique. Et si vous parlez avec ces patients, ils ont presque tous la même histoire. Ils vont vous dire, j'allais bien,
Parce que, attention, on ne naît pas avec un trouble alimentaire. Hein. Il vous tombe dessus. Et c'est pour ça, c'est pas un choix. J'entends des patientes boulimiques me dire « Ah, je serais tellement contente d'être anorexique ». Elles rêvent d'être anorexiques, mais c'est pas quelque chose que vous choisissez, en fait. Hein. Eh bien... Je crois que c'était lié, d'ailleurs, la boulimie. Alors, il y a des transferts d'anorexie vers la boulimie. En général, quand elle commence à aller un peu mieux, il y a, je dis elle, parce que c'est surtout des femmes, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a 25% sont des hommes. On a... Dans notre ambulatoire, en internation, on a parfois tous les lits qui sont occupés par des jeunes hommes. Hein. Mais il y a un transfert qui se fait souvent de l'anorexie vers la boulimie. Quand c'est une anorexie, on appelle ça purgative. C'est un peu complexe. Hein. Il y a l'anorexie restrictive pure où la personne ne mange plus. C'est extrêmement grave. Mais ne se fait pas vomir. Ah ben non, elle ne mange plus. Elle mange plus. Ouais. Voilà, et c'est pour ça, quand j'ai une maman qui m'appelle et qui me dit « Il faut que vous voyiez ma fille, elle a un problème avec l'alimentation », première question que je demande, c'est racontez-moi un peu, est-ce qu'elle mange ou est-ce qu'elle ne mange pas ? Et si la maman me dit « Elle ne mange plus », je sais que c'est très grave. Si la maman me dit « Elle mange trop », là, c'est moins grave. On peut arranger ça. Parce qu'en plus, à la puberté, il y a souvent l'appétit qui se décuple, qui est lié aussi aux hormones. Faire un régime pendant la puberté, c'est un peu lancer une bombe dans votre comportement alimentaire, malheureusement. On voit beaucoup de jeunes filles aujourd'hui faire des régimes très tôt. Et donc, cette histoire du trouble alimentaire, on voit que le premier... souvent, l'entrée dans le trouble alimentaire, c'est pas le régime restrictif. Alors, il peut y avoir des tas de facteurs, hein, comme des abus sexuels, des stress, mais il y a toujours un régime pas loin, en tout cas, un contrôle sur l'alimentation. Ça, c'est important de le dire. C'est pour ça que, en fait, moi, j'ai jamais réussi à passer un régime, parce que quand j'ai fait mes études de nutrition diététique en France, hein, j'avais déjà 35 ans. Donc, j'avais déjà mon diplôme d'ingénieur agro, j'étais maman, et je n'arrivais pas à accepter que j'allais devoir passer des régimes. Et c'est ce que j'ai appris pour passer l'examen. Il a fallu que je sache rédiger des régimes. Et je me suis dit, non, hors de question que je passe un régime. Qui suis-je pour dire, Philippe, vous allez manger demain un petit morceau de poulet de cette taille, voyez, et puis 2 cuillères de riz, une tomate. Voilà. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. On ne sait pas la faim que la personne va avoir demain à midi. Donc, c'est vraiment catastrophique d'avoir... en fait, on dit tercériser, déléguer. La plupart des gens délèguent leur faim à quelqu'un d'autre, en fait. C'est un peu compliqué. Enfin, pour qu'ils les aident à perdre du poids. Voilà, alors c'est la demande, en fait. C'est la demande du patient. Moi, j'ai des patients qui viennent me dire dites-moi ce que je dois manger pour maigrir. Alors, je dis déjà, on va voir comment vous mangez. Alors, c'est là que je vois que souvent, il y a du manger émotionnel qui est très fréquent suite au régime. La personne commence, petit déjeuner parfait, je déjeune une petite salade, et à partir de 17h, je ne sais pas ce qui me prend, j'attaque les gâteaux, je mange un tas de choses que je n'avais pas planifiées. Et ce manger émotionnel, c'est le deuxième facteur, après faire des régimes, c'est le deuxième facteur qui fait grossir. Hein? Donc, je leur explique, on va d'abord s'occuper de ce manger émotionnel. Ça ne sert à rien de manger une petite salade à midi et puis d'avoir une perte de contrôle le soir. Ce que vous expliquez, que c'est en essayant de perdre du poids qu'on en prend. C'est ça. Ce qui est paradoxal quand même. Exactement. Et c'est pour ça que tous ces régimes fonctionnent. Et si vous voyez, il y a des modes, et les modes changent. Hein. Donc tous les régimes fonctionnent au début. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire 2 fois le même régime. Alors, exactement. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait avec mes patients. J'ai jamais rien lu là-dessus. Mais c'est la première fois que je l'entends aussi. Là. Ouais. Et mes patients, ils me disent cette fois-ci, j'y arrive plus. Et parce que le cerveau a une mémoire, en fait, et il se défend. Donc, il ne va pas vous laisser faire la même chose. Et moi, j'ai de temps en temps au Brésil, j'ai
J'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent « Avec votre collègue français, là, j'ai perdu 15 kilos. » Un petit peu comme si, voilà, ils me mettaient au challenge. Alors, souvent, je leur dis « Oui, puis qu'est-ce qui s'est passé après ?» Alors, très souvent, le patient, il va dire « Ah, mais je me suis cassé le pied, j'ai divorcé. » Enfin, c'est toujours sa faute. Et alors, je lui dis « Mais pourquoi vous n'êtes pas chez lui de nouveau, alors ? Pourquoi vous êtes avec moi ?»« Ah, mais j'y arrive plus. » Alors, j'ai dit « Alors, vous voyez, il y a quelque chose. Est-ce que vous croyez que vous n'y arrivez plus parce que vous n'avez plus de force de volonté, plus de discipline ? Ben non, j'ai quand même de la discipline, mais j'y arrive plus, c'est pas possible. » Et c'est là que c'est un peu là que je fais leur éducation. Et c'est souvent moi qui donne la mauvaise nouvelle, que ces régimes-là, ce sont des régimes qui ne fonctionnent pas et qui sont même considérés comme des passeports pour le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et les troubles alimentaires. Voilà, oubliez les régimes, ils font grossir. C'est le titre de votre premier livre qui vient lui aussi de sortir en poche, Sophie Derame. Voilà, pour un petit prix. Et puis le dernier qu'on retrouve, donc c'est votre méthode, notamment les 7 piliers pour reprogrammer votre cerveau. Maintenant, je n'arrive pas à maigrir, chez Marabout. Quelles sont, Sophie Derame, les 4 grandes erreurs de la science de la nutrition ? Parce que c'est une science, la nutrition, aujourd'hui. Mais oui. Et puis je suis allée étudier à fond pour essayer de comprendre comment manger parfaitement. On peut manger parfaitement ? Eh ben non, justement. J'en suis venue à cette conclusion. Mais j'ai dû aller jusqu'à la nutrigénomique pour essayer de trouver une nutrition personnalisée. Et en fait, il y a tellement de facteurs qui interviennent. Alors, la génétique, ça c'est sûr, mais votre génétique, c'est pas votre destinée. La génétique, elle va dépendre aussi de votre style de vie, parce qu'il y a l'épigénétique, l'expression des gènes en fonction de ce que vous vivez. Il y a le microbiote qui va aussi intervenir. Il y a la chrononutrition, il y a si vous faites des régimes ou pas. Il y a tellement de choses finalement qui interviennent que aujourd'hui, en fait, chaque patient est unique. Alors, quelles sont les erreurs qu'on ne doit pas commettre ? Qu'il faut éviter, mais bon, si vous écoutez cette émission ce matin, c'est que vous les avez toutes commises déjà, donc c'est pas très grave. Mais oui, puis ce qui est chouette à voir, c'est qu'on a un corps absolument génial. Moi, je suis en admiration devant le corps humain, avec une capacité incroyable de se guérir. Alors, c'est vrai que quand on est soumis à des maladies bien installées, c'est plus difficile, attention. C'est pas qu'une question de volonté. Il faut faire bien attention à expliquer. En fait, ce que vous pouvez essayer, c'est de manger mieux. Manger mieux, c'est une meilleure qualité alimentaire, mais aussi un meilleur comportement. Voilà. Donc, la qualité alimentaire, c'est plus frais, fait maison, industrialisé. Attention, c'est pas la peine de rentrer en guerre contre les aliments ultra transformés, parce que ça c'est un autre terrorisme, c'est une autre tyrannie. En plus, chez vous au Brésil, c'est très présent. Mais oui, mais c'est le Brésil qui a... c'est les inventeurs de tous ces... Alors justement, c'est intéressant toutes parce ces que échelles, de tout... C'est ça, je connais bien Carlos Monteiro, donc le médecin épidémiologiste qui a développé cette vision finalement qui s'appelle NOVA, où il n'est pas question de calories, il est question de degré de transformation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu que le Brésil était en train de grossir, alors que dans les calculs caloriques, parce qu'ils ont une très belle épidémiologie au Brésil, ils rentrent dans les maisons, ils parlent avec les gens, donc ils ont des chiffres très intéressants, et ils ont vu que la population était en train de grossir, alors que au nombre de calories, ils ne mangeaient pas plus. Et donc, ils sont allés voir quelle est la différence, en fait. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait quand même... et ils ont montré, après, scientifiquement, que plus il y a d'ultra transformés dans l'alimentation familiale, et plus il y a de risque d'obésité. Et c'est en 2009 qu'ils ont trouvé ce mot, en fait, Nova. Ultra transformado, en portugais. Ouais, très intéressant. Et donc, manger parfaitement, ça n'existe pas. Donc ça, j'ai dû aussi désapprendre. Donc j'avais appris à calculer toutes les calories. J'étais rentrée dans la nutrigénomique, la nutrition fonctionnelle. J'étudiais tous les vitamines, tous les compléments alimentaires, etc. Je suis allée très très loin, moi, dans ma recherche. J'ai une formation en nutrigénomique de 2006. Donc j'étais... C'est quoi la nutrigénomique ? La nutrigénomique, c'est en fait...
je vais le dire pour le public, c'est comment les aliments conversent avec vos gènes. Voilà. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fonction de ce que vous mangez, vous allez avoir des expressions différentes de gènes. Et Hippocrate l'avait dit déjà, il avait dit que votre aliment soit votre médicament. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se soigner qu'avec des aliments, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on voit que la qualité alimentaire, elle a un impact très important sur la santé. Si on prend un autre sujet à la mode, qui est celui de l'inflammation, oui, on va la soigner par l'alimentation. Oui. Alors l'inflammation, c'est un problème, on va dire, à part, parce qu'il y a effectivement des situations d'inflammation graves. L'obésité, c'est une situation d'inflammation. Mais l'inflammation en soi, c'est normal. D'avoir une inflammation quand on se fait mal, c'est normal. Quand on mange tous les jours, notre système digestif, il est un peu en réaction. Même si vous mangez tous les jours le même pain, ça ne sera jamais le même. Donc tous les jours, votre système digestif va entrer dans une sorte d'inflammation. Le problème, c'est l'inflammation chronique. Voilà. Alors, Sophie Desrames, pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, qui est passionnant et dans lequel beaucoup de gens vont se retrouver, qu'est-ce qu'on fait ? Eh oui. Eh bien alors, on essaie d'oublier tout ce qu'on sait sur la nutrition, déjà. Et si on a des soucis de comportement, on cherche un diététicien comportemental. Il y en a beaucoup en France et pour vous aider et vous guider. Mais vous revenez à manger mieux, plus frais, fait maison, avec des horaires, une routine, en vous faisant des bons petits plats. Si vous n'avez pas le temps, vous essayez de trouver quelqu'un qui le fait pour vous. Alors, ça peut être votre mari, dans mon cas, et c'est vachement sympa. Ou ça peut être aussi quelqu'un, même un restaurant, vous savez qu'ils font le matin à partir des vraies carottes, de vraies pommes de terre. Et donc, retourner un petit peu à vos besoins basiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on étudie... Alors, le mot, il fait un petit peu, on va dire... C'est un mot un peu compliqué, mais on revient aujourd'hui à se rendre compte que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne interoception. C'est hyper important, l'interoception. Voilà. C'est ressentir ses propres sensations. Exactement. En fait, c'est votre habilité à ressentir surtout les sensations internes. Mais ça veut dire quoi ? La faim, la satiété ? Alors la faim, la satiété, la soif... Ouais. Et moi, j'ai des patients qui confondent. J'ai soif, je mange. Je suis triste, je mange. Je suis fatiguée, je mange. Je suis stressée, je mange. Et elles finissent par manger pour essayer de calmer un malaise. Vous parlez pas de quantité. Vous parlez pas des quantités. Ça, c'est le gros stress des patients, parce que je les... moi, ça me stresse, vous savez. Je les guide en leur disant, je vais pas vous passer un papier avec tout écrit. C'est vous qui allez venir dans la prochaine session avec ce que vous mangez. Et à partir de là, on améliore. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'aide le patient à se reconnecter à sa faim. Il y a des patients qui me disent, mais j'ai jamais faim. Mais j'attaque les paquets de gâteaux le soir. Ou il y en a qui vont me dire, j'ai tout le temps faim. Ou il y en a qui vont me dire, j'ai peur d'avoir faim. Donc ils mangent parce qu'ils ont peur d'avoir faim. Voyez ? Vous savez que pendant le mois du Ramadan, on mange... parce qu'on a peur de ne pas tenir la journée. Et on mange pendant la journée, non ? Non, on mange le soir, on stocke de peur de ne pas tenir le lendemain. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est votre cerveau au cas où, je vais manger, je vais stocker. Mais c'est ça. Alors, lors du Ramadan, c'est pas un problème, parce que d'abord, c'est une période, et puis il y a tout un contexte religieux, social, et ça va pas... on va dire ça ne va pas déclencher un trouble comportemental alimentaire. Non. Le problème, c'est quand c'est imposé, et surtout pour maigrir. Voyez, là, on voit que le cerveau, il devient en attente d'opportunités. Et j'ai des patients qui me disent, mais je comprends pas, j'ai ouvert ma tablette de chocolat, j'avais vraiment l'intention d'en manger un morceau et j'ai tout mangé. Et là, je dis oui, parce que vous avez en fait ouvert une opportunité, votre cerveau, il est plus fort que vous. Et il s'est dit, je vais faire un dernier repas parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir cette opportunité de nouveau. Vous avez une bonne punchline, le chocolat c'est bon pour la santé, ce qui n'est pas bon pour la santé c'est peut-être votre relation avec le chocolat. C'est ça,
Hein. Et alors, c'est très intéressant de voir que... Mais comment vous expliquez que quand on est prêt à manger un carré de chocolat, bon, peut-être 2, finalement la tablette elle y passe. C'est quoi le déclic? Ça dépend de qui. Le déclic, c'est ce que je vous dis, c'est cette opportunité et cette impression que après je n'aurai plus cette opportunité. Donc c'est une mentalité de régime. Vous voyez, c'est pas de la goinfrerie. Alors la goinfrerie, ça peut être ça. La goinfrerie, c'est voilà, je suis là, j'ai l'opportunité et je vais en profiter. Je mange tout ce que je peux manger. Voilà, tout ce que je peux manger. La gourmandise, c'est encore autre chose. C'est se faire plaisir et avoir aussi cette opportunité avec un aliment que j'ai pas eu depuis longtemps. Et c'est pour ça que je dis, arrêtez de croire que c'est l'aliment en soi le problème. Hein. Le problème, c'est plus votre relation avec cet aliment. Hein. Comment est-ce que vous relationnez avec le chocolat, par exemple? Le chocolat, c'est un super exemple, parce que j'ai beaucoup de patients qui rentrent dans mon cabinet qui disent je suis addict au chocolat. J'arrive pas à m'arrêter, c'est terrible, etc. Après avoir fait la paix avec le chocolat, il me dit c'est incroyable, j'en veux plus. Et il y en a qui me disent qu'est-ce que vous avez fait à mon cerveau? Mais comment on fait pour faire la paix avec le chocolat? Eh bien, on s'autorise à en manger. C'est donc se donner la permission, c'est magique. On se donne la permission d'en manger. Mais ça, si vous êtes dans un état de grande perte de contrôle, vaut mieux le faire en accompagnant, avec un accompagnement thérapeutique. Hein. Mais moi, les patients, je leur explique, le chocolat, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que comme vous vous interdisez ce chocolat, quand vous allez vous autoriser, vous allez faire un dernier repas de chocolat. Et comme vous dites, on peut manger de tout. Mais pas tout. Mais pas tout. C'est ça. Et l'aliment, c'est pas le problème. L'aliment, c'est la solution. Moi, je suis fatiguée de voir qu'on attaque. Alors, en ce moment, c'est le sucre. Hein. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas manger trop de sucre. Et le monde entier mange trop de sucre. OK. Surtout avec les aliments ultra transformés. Hein. Parce que oui, mais est-ce que ça ne se voit pas? C'est un sucre qu'on ne voit pas. Voilà, c'est pas le sucre blanc qu'on met à table, hein, le méchant. Ce sont les sucres. Il y en a plus de 200... aux États-Unis, il y a plus de 200 noms. Non, mais là, on est dans les détox sucrés. Ben, c'est ça. Alors, moi, les détox sucrés, en fait, malheureusement, mais peut-être heureusement pour moi, mais ça me donne des patients. Mais est-ce que vous pensez que les détox sucrés, de la même façon, vont créer des troubles de comportement alimentaire? Mais complètement. Moi, j'ai des tas de patients en hyperphagie boulimique après avoir fait une détox de sucre. Parce qu'ils ont tellement contrôlé qu'ils sont entrés dans un tout, rien. Et quand on a une prédisposition génétique, c'est l'objet de ma recherche, hein, je fais de la recherche en génétique des troubles alimentaires, on voit que l'hyperphagie boulimique, elle a un détonateur, c'est la restriction. Et quand alors, c'est quoi l'hyperphagie boulimique? Ben, c'est la compulsion alimentaire, c'est-à-dire vous perdez le contrôle. Hein. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire qu'on a tellement été en contrôle pendant un mois pour ne pas manger de sucre. Ouais. Que vous pouvez avoir des pertes de contrôle. Alors, je vais donner vite un exemple, mais vous décidez de ne plus manger de chocolat. OK, je fais la promesse, je ne vais plus manger de chocolat. Mais il y a du chocolat partout, il y a un moment, allez, je mérite, et c'est normal, ça fait du bien, donc je vais en prendre un peu et je mange la tablette. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une exagération, et c'est normal. C'est le cerveau humain qui rentre dans le tout ou rien. La compulsion, c'est je mange la tablette de chocolat et ensuite je vais manger tous les paquets de gâteaux qu'il y a dans le placard, plus la glace dans le frigo, et plus une canette de coca, et plus. Et la personne mange une quantité bien supérieure à une autre personne dans la même situation. Et là, il y a vraiment une perte de contrôle. Et là, on est dans un risque de maladie psychiatrique. Donc, c'est très important de chercher de l'aide. Bon, Sophie Desrames, oui. C'est fini pour aujourd'hui. Mais vous reviendrez du Brésil, c'est la porte à côté. Mais bien sûr. Je rappelle que je n'arrive pas à maigrir. Les 7 piliers pour reprogrammer votre cerveau est maintenant disponible en poche. Que vous réécoutez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission, et que vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, Sophie. À bientôt. Très belle journée santé sur Beurre FM.